Bon, Allez, bonjour tout le monde. Dans cette émission, nous allons aborder tout l'univers des métiers de bouche, de l'événementiel, de l'hospitalité, des producteurs, des éleveurs, l'ensemble des acteurs qui font la beauté des grands banquiers de France. Pour cette première émission, nous allons aborder l'univers des artisans boulangers qui travaillent sur les marchés. J'ai le plaisir d'être avec Loïc, un ami d'enfance avec qui on fait des bonjour. sports de montagne et d'aventure, un grand grimpeur, un grimpeur fou. Et avec qui a fait une reconversion dans la boulangerie il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, ça fait 3 ans là. 3 ans. Et avec lui, en fait, j'aimerais aborder tous les thèmes en fait, de la reconversion et sa vision du métier. Et pour commencer, j'aimerais te demander quel est ton plat préféré et quel plat tu serais. Là, j'ai envie de te répondre direct les aubergines à la parmesane. J'ai envie d'être ce plat Et pourquoi? Pour quelle parce raison? que c'est mon préféré en fait. Ok. Donc, ça fait ce plat pour les deux questions. Et Moi, ouais, mon plat, ça serait le burger. Tu sais pourquoi le burger? dis-moi tout. En fait, c'est un bon burger. En fait, c'est juste l'ensemble que de bons produits. Quand un burger il est pas bon, parce que le pain il est pas bon, la viande elle est pas bonne, la sauce elle est pas bonne, et les légumes sont pas bons, c'est un plat qui est super simple. Et un bon burger c'est juste l'ensemble de super bons plats qui sont mis juste entre deux tranches de pain. Et c'est comme ça que j'ai envie de me distinguer. En fait, je suis à la fois un peu simple et composé de bons produits. Voilà. Du coup, je ferai un burger. Excellent. Alors, tu serais quel ustensile Un de cuisine? ustensile Ouais. Et pourquoi? de cuisine. Un couteau. Un couteau? Ouais, Pourquoi le couteau? j'aime bien le couteau. Et pour quelle raison tu serais le Le, couteau? le T'es quel- couteau, T'as un tranchant, t'es vif. ouais, c'est ça, ouais. C'est esthétique, c'est fin, ça coupe, c'est fascinant de voir un couteau qui coupe Mais bien, tu vois. C'est t'es pas quelqu'un l'ustensile de très fin en fait. de très fin. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que je suis attiré par ça, tu vois, par ce que je n'ai pas, tu vois. Je Ok. fantasme sur l'esthétique et le tranchant, l'élégance du couteau. Donc je serai un couteau sans hésiter. Ok, très bien. Moi, je sais pas quel ustensile je serais encore. Je sais pas si je ferais un mixeur, Une cuillère. une cuillère. Ouais, c'est bien une cuillère. Tu penses? Ouais. Tu penses que je serais une cuillère? Ouais, je sais pas, t'as une tête de cuillère, c'est bien une Ah cuillère. putain. Mais une belle cuillère. Mais je sais pas encore. J'ai vu que moi, je suis vraiment ma reconversion là. Mais je pense que je serais pour l'instant un petit couteau suisse. Un petit couteau suisse. Ouais, parce que un T'es couteau suisse, polyvalent, quoi. pour l'instant, je suis polyvalent, mais spécialisé dans nulle part. C'est vrai. Donc je serai Euh, un couteau suisse pour l'instant et j'espère pouvoir me je t'ai spécialiser. connu dans le son, dans l'événementiel, dans la boucherie. Ouais, c'est ça. Franchement, ça commence à faire un beau CV. Un peu, ouais, j'ai pu voir pas mal de choses. C'est bien. Alors Loïc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours Ouais, avant d'approfondir je tout ça? suis Loïc, j'ai 23 ans. Donc à la sortie du bac, j'ai attaqué des études d'infirmier qui n'étaient pas du tout faites pour moi. Je m'en suis rendu compte au bout de 3 mois, donc j'ai tout arrêté. Et Et est-ce que ma passe- tu peux me dire pourquoi ça n'a pas été fait pour toi Je pense que c'est un tout. Déjà, je me revoyais pas repartir dans un système d'études pendant 3 ans, retourner les cours, les devoirs, les mémoires, tout ça. Je voulais rentrer dans la vie active assez vite, Mhm. me rendre indépendant. Et, euh, et la vie à la ville, ça l'a pas fait, quoi. Moi, j'ai grandi à la campagne et je me suis retrouvé au centre-ville de Marseille. C'était compliqué. En fait, c'est ce qui m'étonne, c'est que surtout que personne ne croyait en toi pour en fait le concours d'infirmier et tu as réussi à l'avoir. Ouais, c'est Et vrai. tout le monde était super content de toi Ouais, et mais tu, en fait, tu, je me suis pas mis la pression, en fait. Je pense que c'est tu ça réussisses. qui a fait la diff. Et il n'y a pas une des mauvaises expériences qui ont fait. Parce que tu aurais pu être infirmier ici, en fait, dans la campagne, dans la ruralité ou même en montagne, Ouais. qui a fait, en plus en 3 mois, et tu n'as pas réellement eu d'expérience pour te dire j'ai pas envie de faire ça et de changer. Est-ce qu'il y a une Ouais, raison? il y a ce qui a été déterminant dans ma prise de décision, en fait, c'est le stage que j'ai fait qui a duré 5 semaines. D'accord. Tu l'as fait où ton stage? Je l'ai fait dans un SIAD, donc c'est un organisme qui regroupe des infirmiers, infirmières et aides-soignants pour faire des soins à domicile, donc D'accord. chez les particuliers, chez les personnes, chez les patients. Et au niveau de la cadence, au niveau des soins, au niveau de... Je me dis, ce n'est pas possible, c'est pas pour moi, quoi. Je suis admiratif des personnes qui le font
Je pense que c'est vraiment plus qu'un métier, c'est une vocation et j'avais sous-estimé ça quand j'ai attaqué mes études. Moi, je voyais D'accord. ça pour le côté vraiment liberté où j'avais la possibilité de travailler n'importe où et c'était vraiment vague au niveau de toutes les branches quoi, qu'il y a dans ce métier, au niveau des urgences, de la psychiatrie. Enfin, il y a des domaines intéressants, mais c'est une vocation. C'est une vocation. Ok, bah cool. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus de toi maintenant? Après, j'ai fait des travaux sur corde et parce que j'aime l'escalade et la montagne, Ouais, c'est comme on ça, hein. parlait tout à l'heure. T'étais cordiste? J'étais cordiste, ouais. Je déroulais du grillage le long des routes pour protéger les chutes de pierre. J'ai fait ça pendant 2 ans Et ça t'a saoulé. et ça m'a saoulé. Et surtout que tu t'es bien payé. Et ouais, mais malgré ça, c'est Qu'est-ce qui t'a pas plu dans cette reconversion? Cette première reconversion, dans parce que... cette première conversion, ce qui m'a pas plu, c'était la cadence de travail qui était vraiment soutenue Ok. et, euh, et le fait d'être tout le temps en déplacement, ça a fini par me peser. Je C'est-à-dire la voyais cadence plus. de travail, c'était à combien d'heures Ouais. semaine à peu près? Les chantiers où on s'arrachait, on était entre 40 et 50 heures semaine. Ok. Et sinon, le reste du temps, c'est 35 heures et c'est intensif, quoi. Ok. C'est vraiment physique comme travail. Et t'es là, le soir, tu te retrouves avec tes potes, enfin, c'est tes collègues de travail, quoi. Mm. Pendant 3 semaines, un mois, t'es dans un gîte, tu rentres pas chez toi, tu vois pas tes potes, ta copine et tout. Enfin, c'est galère, quoi. C'est lourd. Ouais. Donc, je fais ça pendant un temps et puis après, je suis arrivé dans la boulange. Mm. On va parler de boulangerie en fait, de tout ça. Donc moi, comme tu le sais, moi je suis en train de me reconvertir comme boucher. Yes. Après avoir fait des études de marketing, travailler un peu dans l'événementiel. C'est vrai que plus tard, j'ai envie d'intégrer la boucherie dans l'événementiel, dans le système de grands banquets. Dans des prochaines vidéos, vous allez en voir un peu plus. Et j'ai choisi de me reconvertir dans la boucherie. Et moi, ce qui m'intéresse avec toi, c'est un peu approfondir comment s'est passée ta reconversion. Moi, pour l'instant, ça fait 5 mois maintenant que j'ai entamé une formation dans le CFA de Digne, Ouais. un CAP. Et je dois t'avouer, c'est pas forcément très facile, surtout que je viens de métier de bureau. Je galère un peu d'utiliser ma tête et mon corps en même temps. Donc c'est pas facile. Et voilà, et pour commencer, pourquoi avoir choisi la boulangerie pour te reconvertir? Ben, en fait, ça s'est fait un peu par hasard. D'accord? C'est-à-dire que moi, je commençais à remettre en question mon métier de cordiste et je cherchais autre chose. Je voulais devenir élagueur au début. Et mes parents avaient une boulangerie, tous les deux, et ils ont divorcé. Mon père s'est retrouvé seul au fourni. Ok. Et moi, comme j'étais intérimaire dans les travaux accros et que je commençais à remettre tout ça en question, c'était pas un problème pour moi de me libérer. Donc, le truc, c'était que pendant 3 mois, je devais me mettre off, lui filer un coup de main, le temps qu'il puisse trouver une solution pour faire le pain avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et finalement, j'y ai pris goût. Et Ok. j'ai attaqué les marchés et l'ambiance des marchés, ça m'a vraiment plu. Et là, ça fait 3 ans maintenant que ça dure. Et Et qu'est-ce qui t'a plu exactement dans ça, Loïc? bah, c'est déjà le côté, j'ai envie de dire, c'est difficile de trouver les mots. En fait, je vais partir d'un exemple. Avec mon père, on fonctionne un peu de la même façon. Donc, travailler avec lui, c'est vraiment agréable dans le sens où on se comprend sans se parler et c'est fluide, quoi. Ouais, C'est c'est bien fluide et ça, au ouais. travail, franchement, quand tu te sens bien, tu vois, ça fait une charge émotionnelle à gérer en moins et c'est beaucoup plus fluide, quoi. Ça déroule mieux. Donc, déjà pour ça. Et ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est le marché, quoi. Des Le marché, marchés? Ok, ouais, ça très c'est. bien. Et qu'est-ce qui t'a plu exactement dans les marchés aujourd'hui? Parce que moi, j'ai pu faire quelques marchés hein, quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est même mes premiers travails. J'ai pu vendre des chapeaux sur les marchés, surtout l'été, un peu l'hiver avec ma grand-mère. Ouais, Et c'est vrai que j'adorais cette ambiance en fait, bah ouais, d'artisan. Tu sors tes chapeaux, ou tes vêtements, ou tes fruits. Tu parles avec ces gens. En plus, il y a un peu cette beauté des marchés provençaux dans le sud de la France qui ont un régal. Et c'est vrai que
J'ai énormément aimé ces expériences. Je crois que j'ai commencé à l'âge de 12 ans faire les marchés avec ma grand-mère, l'aider à sortir, déballer le stand, Yes. malgré la pluie, le soleil. Et c'est vrai que je me suis toujours bien régalé sur ces marchés. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu exactement? Cette ambiance-là, entre forains, ouais, Mhm. cette solidarité, cette camaraderie, c'est un esprit qui est vraiment cool. Ce partage de galères, comme tu dis, il y a des jours où il pleut, il y a du vent, il fait froid, Mhm. il fait chaud, et on est là, on se serre les coudes, la notion de partage, quoi, pour les petits déjeuners le matin, tu vois, t'es là, moi je sors un pain, le collègue il sort un fromage, puis de la charcuterie, c'est une putain de déjeuner, quoi. Ouais, C'est ça c'est excellent ça. génial, ouais. Ça c'est cool. Et puis le côté liberté aussi du travail. En fait, c'est la première fois que je me retrouvais vraiment seul sur mon lieu de travail. Quand j'étais cordiste, j'étais toujours accompagné de mes collègues. Et au fournil, quand on faisait le pain, je suis avec mon père, Ok. qui est aussi mon patron. Et là, j'arrive, je suis seul. Je déballe, je fais mon étalage comme je veux. Je suis livré à moi-même. Et ça, c'était vachement satisfaisant pour moi aussi, Ok. ce côté-là. Et qu'est-ce que tu veux dire un peu dans la liberté, être seul? Si t'as une galère, tu vois, t'improvises, t'es là, tu fais ton stand comme tu veux, tu vois, c'est moi qui l'ai construit, quoi, mon étalage. Et D'accord. t'as cette satisfaction-là, quoi, de placer, tu te fais comme tu veux, en fait. Ok. Et tu finis par te fidéliser une clientèle, et D'accord. c'est des gens forcément avec qui tu développes des affinités, et c'est ton truc, en fait, tu construis un truc seul. Tu vois, moi, le marché, aujourd'hui, ça marche super bien. Et je le dois qu'à moi-même, mais je suis fier de ça en fait. À ma mère qui a lancé le marché, et moi ça fait 3 ans que j'ai eu le temps de cycler toute la clientèle, et maintenant je sais que c'est mon marché quoi. Et Ok. c'est hyper satisfaisant. Bah, j'imagine. Alors, comment s'est passée ta reconversion concrètement? Est-ce que tu as été à l'aise dans directement? Est-ce que Ouais, c'était difficile de prendre tes marques? Parce que non, moi, par exemple, aujourd'hui, je dois te dire, je galère. Bah, je galère parce que mon patron il est exigeant, mais dans le sens, comme je te disais tout à l'heure, utiliser sa tête, son corps, c'est anticiper, ok, j'aurais besoin de ce gastro, de ce bac parce que je fais ça, pas oublier qu'il y a autre chose qui tourne. Alors, je sais pas comment c'est exactement dans dans le système de boulangerie, parce que nous, vu que je travaille dans une boucherie traiteur, on fait du traiteur, on fait de la cuisine, donc on fait des préparations bouchères, on fait de la viande, des farces, etc. Il faut de la tête à mille fois de partout en fait. Et pour moi au début c'est difficile malgré que je suis pas quelqu'un de débile. Mais c'est vrai que comme on se reconvertit à 25 ans, j'imagine que c'est encore plus dur. Les gens qui se reconvertissent à 30 ans, 40 ans et qui ont fait que des métiers de bureau, pour apprendre en fait à utiliser son corps, sa tête et jauger avec tout ça en même temps. Toi, comment ça s'est passé Bah écoute, moi j'ai eu la chance en fait de toujours avoir un peu baigné là-dedans. D'accord. Je veux dire, malgré moi, j'ai toujours vu comment ça se passait parce que le fournil est accolé à la maison, donc tout l'atelier de fabrique est en dessous de la maison. D'accord. Donc j'ai toujours vu comment ça s'est passé. Et je comprends bien ce que tu veux dire dans la notion où voilà, il y a tout en même temps, faut penser à tout. Et au début, ça peut sembler vraiment difficile quand on commence avec des personnes qui sont plus expérimentées que nous, parce qu'elles ont Ah, je vois tellement très bien ce que pris. tu veux dire parce que mon patron, c'est exactement ça. Il a son truc dans sa tête et des fois, il a moi que je sois dans sa tête. Par C'est exemple, ça. en fait, ce matin, on devait mettre, comment ça s'appelle, Euh, un parmentier de canard à la vente. Du coup, je le mets à la vente. Et en fait, non, il dit non, ça, il faut les mettre en barquette. Mais je savais pas, moi, tu vois. Il y a plein de Ouais, choses comme ça. Et par exemple, il me demande de prendre des initiatives. Là, par exemple, ce matin, j'ai essayé de réparer comment un gratin de saumon épinard. En fait, quand je l'ai démoulé, il s'est un peu défait. Je voulais le regratiner un peu pour qu'il reprenne la forme. ouais. Et ça sort mal. Et, et là, je me prends un tir. Parce qu'il fallait pas faire comme ça, tu vois. Mais là, j'ai pris une initiative, j'ai de réparer, et non, tu vois. Et des fois, il veut que je sois dans sa tête, et c'est pas forcément facile, mais bon, après, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend avec tes pieds dans le cul, quoi. Euh, mais c'est comme ça qu'on progresse. Mais toi, comment ça se passe avec ton père, quelqu'un
En plus, ton père il était infirmier avant. Ouais, D'autant mon père plus. était infirmier, Ouais, c'est ça. donc il s'est reconverti il y a une dizaine d'années. Mhm. Et, et ce qui est bien, c'est que j'ai pas été le premier en quelque sorte qui l'a formé à ça. Mhm. Donc, ma mère, qui était avant moi au Fournil. Mhm. Et donc il est assez pédagogue et patient. Ok. Mais c'est vrai que quand tu commences à avoir l'habitude de faire les choses, tu te rends même plus compte et ça devient un automatisme. Ouais. Et quand tu débarques là-dedans, c'est pas un automatisme pour la personne qui débarque. Donc toi, tu as l'impression de te sentir con parce que tu dis sers à rien, mais Ouais, c'est ça, la personne exactement. qui pense à 50 millions de choses en même temps, ça fait 10 ans qu'elle fait ça et ton boucher peut-être plus. Donc à Ouais, la ça fin, fait je crois que ça fait. Il a commencé à l'âge de 15 ans. enfin, Il t'imagines, a, maintenant, mon patron, il a maintenant, je trouve, 40 ans, quoi. Ça fait ouais, ça fait 25 ans qu'il fait ça, 25 quoi. ans, quoi, qu'il fait ça, quoi. Ça fait une Donc à la fin, éternité. tu deviens une machine à faire ce que tu fais, quoi. Et toi, t'as l'impression de te sentir con à côté. Moi, ça me faisait ça quand j'étais cordiste, quoi. Mm. Les mecs, ils avaient tous 10-15 ans de métier, et toi, t'es là, tu débarques. Et qu'est-ce qu'on fait, etc. Bah ouais, et pour eux, ça semble tellement logique ce qu'il y a à faire, parce que ça fait des années qu'ils font ça. Mais pour toi, non, et du coup, tu te fais engueuler. Mais avec mon père, j'ai pas connu ça, donc c'est cool. Ça, c'est bien, t'as de la chance. Ouais. Parce que moi, j'en prends des tirs. Et c'est vrai que quand j'imagine, quand tu étais cordiste, tu devais connaître ça. Des fois, tu as envie de. Moi, des fois, j'ai envie de tout lâcher. Je dis, mais qu'est-ce que je viens me foutre dans ce métier, malgré que je vois des opportunités, des choses que j'ai envie de faire. Ouais. Je suis au chaud dans un bureau, j'ai mon diplôme. Et me re-engager encore une fois dans une nouvelle aventure qui est en même temps les métiers de bouche, je suis sûr que j'ai envie de faire ça. Après avoir testé l'univers un peu des startups, me dire mais qu'est-ce que je vais foutre dans ça, tu vois. Moi je me pose la question quand ton patron il dit tu veux vraiment faire ça, t'es sûr? Ça te met la pression, tu dis ça te remet. Moi des fois je me remets en question de cette reconversion, mais je suis sûr de moi, j'ai foi en moi, mes compétences et j'ai une vision. On va la suivre jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué de garder la motivation dans ces situations. Et... Ouais, mais bon. Bon, moi, je suis pas un bon exemple parce que du coup, comme tu disais, ça me l'a fait dans les travaux accro et bah, Mm. j'ai arrêté. Ouais, ça t'a saoulé. Ouais. Bon, Ok, très bien. Alors, je sais que tu passes une VAE aujourd'hui. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ça. Et pourquoi pas avoir fait un CAP concrètement et alors, la VAE, au début, alors c'est quoi une VAE? une VAE, c'est une validation des acquis par expérience. D'accord. C'est un mémoire, en fait, comment dire, c'est un processus dans lequel tu fais des mémoires qui te Ok. permet d'avoir le CAP de boulanger sans passer par la case école. D'accord. Donc moi, c'est ça qui m'a séduit dans le concept, quoi. C'est que tu es assez libre au niveau de ta gestion du temps et tu as juste des mémoires à remplir et un oral à passer. Ok. C'est dispenser des épreuves pratiques. Ok. Donc comme je suis déjà actif et que quelque part c'était une formalité pour moi de passer ça parce que j'ai déjà mon travail et ça dépend pas de ce diplôme, Ok. mais c'était juste pour avoir une reconnaissance voilà, de ce travail accompli et peut-être qu'un jour je serai amené à travailler dans une autre boulangerie et C'est ça une sera preuve bénéfique. pour Ouais. te dire Ça sera bénéfique. Donc c'est ça qui m'a poussé à passer la VAE. ok. Et pas pourquoi pas Et t'engager sur un CAP sur 2 ans. Parce que là, je sais que tu galères un peu pour ta VAE. ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Et tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe et quelles sont tes difficultés dans tout ça? Bah, moi, les difficultés, c'est vraiment sur la rédaction, où ça a été compliqué pour moi. Enfin, compliqué, non, c'est pas compliqué, mais surtout long. C'est-à-dire qu'il faut remplir des dossiers, faire des rédactions sur plein de sujets différents qui sont assez redondants et ça prend du temps, de l'énergie. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime passer du temps sur l'ordinateur, taper des dossiers, tout ça, Ouais, je c'est prends pas chiant, du je peux plaisir à comprendre. faire ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était assez chiant pour moi. Ok. Mais il y a des personnes à qui ça peut très bien convenir, quoi. Tout en sachant que tu aurais pu faire un candidat libre aussi, si je ne me Ouais, trompe pas. bah, tu vois, avec un peu de recul, si j'avais su que c'était aussi long et fastidieux à remplir tous ces dossiers, bah, je me serais présenté en candidat libre pour le CAP. J'aurais un peu D'accord. bossé mes lacunes et en Ok. 15 jours c'était torché, alors que là ça fait un an que j'y suis, quoi. Ok. C'est un peu plus chiant. Ouais. Parce que moi, par exemple,
j'ai la chance de retourner encore une fois en études, du coup dans un CFA, donc un CAP avec plein de Bonne petits chance. jeunes. Ironique. Mais c'est vrai que, mais à la fois c'est pas con en fait, surtout pour les cours en fait techno et théoriques dus à la boucherie, je suis content de faire ces cours-là. Donc ça permet vraiment de voir d'autres axes, des choses qu'on peut approfondir que je vois pas du tout en entreprise, en fait qu'on survole. Et c'est vrai qu'à la fois j'étais un peu réticent quand même de retourner dans un CAP, à être avec des petits jeunes de 15-16 ans, quand même au début. Mais j'ai la chance que dans ma classe il y a quelqu'un de 28 ans qui fait une reconversion aussi. Ouais, c'est cool. Donc ça permet d'un peu d'échanger, etc. Mais c'est vrai qu'au début, retourner à l'école, CAP, CFA, réviser ses cours, des examens, etc. Bon, c'est pas des examens universitaires, c'est bien plus simple, Ouais, mais c'est dans la démarche, quoi. mais c'est dans la démarche. Mais à la fois, retourner aussi dans ces cours, ça me permet aussi de voir d'autres choses, de prendre plus de temps, encore une fois, d'approfondir avec les professeurs, surtout les professeurs de pratique. Là, on a vraiment le temps de voir les gestes gestuels. En fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est vraiment intégrer les gestes. Et c'est ça, quand on dit, il est plus facile d'apprendre à conduire à 18 ans qu'à 30 ans. C'est qu'il y a une raison en fait. Quand tu es plus jeune, tu intègres les gestes plus facilement, les gestuels, etc. Ouais, Et donc tu profites de ton jeune âge pour faire ouais, un maximum, c'est ça. Et moi je le maximum vois, d'études et élargir ton éventail de diplômes, quoi. c'est ça. Et je vois, par exemple, avec des petits jeunes, là, 15-16 ans, qui n'ont pas forcément des lumières, mais qui, en termes techniques, ils sont bien meilleurs que moi. Parce que pour X raisons, peut-être qu'ils font plus de viande dans leur boucherie, dans leur entreprise. Mais aussi le fait qu'en fait, ils sont plus jeunes, ça reste encore des éponges, Mm. et puis ils assimilent Alors mieux. que nous, on est des éponges saturées déjà. Voilà. Malheureusement, presque. Encore, j'ai la chance, j'ai pas encore 40 ans. À l'âge de 40 ans, là, ça va être difficile. Et c'est pour ça que je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui se reconvertissent très tardivement, parce que c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour Courage, c'est ça pas de aussi régénérer. qu'il y a en fait, des formations pro, en fait, maintenant. Je pense qu'ils sont peut-être plus adaptés à des profils comme les miens, à des personnes d'une trentaine, qui ont la trentaine, 40 ans. En fait, c'est des formations une année, mais là, tu bouges vraiment plus de pratique, 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 pratique. Vraiment, tu fais très peu de théorie, en fait, tu fais vraiment que du geste. Que du geste, que du geste, que du geste. Parce qu'en fait, tout ce qui est en fait théorie, etc., je lis mes cours, j'assimile beaucoup mieux et j'apprends mieux aussi, je pense, que des petits jeunes de 17 ans parce que j'ai appris à étudier. Je suis beaucoup plus concentré, plus focus qu'à 16-17 ans. Mais avec du recul, je pense qu'en fait, j'aurais fait une formation pro, concrètement. Je pense. Parce que là, j'aurais passé plus de temps en fait, à l'école. Par exemple, là, lors de mon CAP, là, en fait, je fais une semaine par mois de cours et 3 semaines en entreprise. Que, en fait, avec les formations professionnelles en fait, pour les adultes, il n'y a que des adultes dedans, je fais, en fait, j'aurais fait 2 jours par semaine école et 3 jours en entreprise. Donc en fait, j'aurais passé plus de temps en fait, à l'école, plus régulièrement, pour apprendre le geste et ensuite reproduire en entreprise. Ok. Donc avec du recul, j'aurais fait ça. Mais bon, là pour l'instant, je me suis lancé dans ce CAP, donc, qui est très bien aussi. Donc j'ai un peu plus de temps pour apprendre sur 2 ans au lieu d'une année. Mais c'est sûr qu'avec du recul, encore une fois, je pense que j'aurais plutôt parti sur une formation pour adultes. Bah, c'est bien de s'en rendre compte. De toute façon, c'est fait pour ça, les expériences, hein. C'est comme moi avec la VAE, tu vois, avec du recul, je Ouais, me suis dit, passer en candidat libre, c'était une meilleure idée. c'est Et sûr. c'est fait pour ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta vision du métier de boulangerie? Ah, c'est une vraie question, ça. Ouais. Ma vision du métier de boulanger. Bah, je pense que déjà, la vraie vision du métier, enfin, pour un boulanger, moi, c'est pas vraiment celle qu'on en a de l'extérieur. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a l'idée du boulanger quand on le visualise, le mec qui bosse toute la nuit et qui après vend son pain le matin et voilà, il fait ses baguettes, ses croissants, ses pains au chocolat. Et bien sûr, c'est le modèle conventionnel qui est le plus répandu aujourd'hui. Mais ouais, je fais mon pain d'une façon complètement différente D'accord. où on a ces cycles qui sont cassés, quoi. On fait un pain toute la journée. Notre pain a la particularité de se conserver grâce à une fermentation au levain. Si tu Et peux nous dire un peu plus sur cette fermentation? ouais, le levain, en fait, c'est un processus de fermentation qui est fait avec de la farine et de l'eau qu'on laisse pourrir, en quelque sorte. D'accord. Fermenté dans l'idée. Ouais, fermenter, oui. Oui, t'as raison. C'est un peu mieux, non? C'est mieux à fermenter. C'est moins violent, ouais. On laisse se décomposer, là, cette merde. Et il y a tout un ensemble de bactéries qui va se développer. Et ces bactéries, dans leur activité, elles vont développer du gaz qui vont permettre l'alvéolage du pain. Un peu comme la levure, sauf que la levure, c'est un champignon qui va provoquer ces gaz. D'accord. Alors que là, c'est des bactéries. Et ça a des propriétés antioxydantes qui permettent une meilleure conservation du pain par rapport à la levure. D'accord. Très bien. Ce qui nous permet de travailler en fait toute la journée et de vendre notre pain seulement le lendemain sur les marchés. D'accord. En fait, ça se conserve beaucoup mieux. C'est ça, ouais. C'est des pains qui sont beaucoup plus gros. On ne vend pas de baguettes. Nos D'accord. plus petits pains font 500 grammes jusqu'à des pains de 2 kilos. D'accord. Des beaux bébés, quoi. D'accord. Voilà. Et il a cette particularité de durer dans le temps. Ok. Et tu peux revenir sur ta vision du métier, comment tu voyais les choses? Parce que finalement, toi, tu es boulanger, mais qui vend en fait son produit sur les marchés. Donc en fait, Ça, ce qui est différent qu'une boutique. ouais, c'est l'avantage d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve dans l'endroit où je suis tombé, c'est qu'on fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on on va chercher la farine au moulin et on réalise notre produit, on le fabrique, on le conditionne et après on le vend. Ok. Et il y a vraiment toute la chaîne, c'est pur quoi. Et moi, j'aime ça. Ok. Et tu pourrais te dire, c'est quoi les grosses différences par rapport en fait à ton métier de boulanger et par rapport à d'autres boulangers qui travaillent en boutique? Alors la différence, bah, elle se fait surtout au niveau du rythme. D'accord. Donc comme j'expliquais par rapport au cycle, de faire du pain toute la nuit et d'être complètement décalé par rapport au reste de la population. Donc ça c'est... C'est quoi un peu c'est vos vrai. cycles exactement? Alors nous, on va commencer sur une semaine en fait, on fait 2 fournées. Donc on fait 2 fois du pain, contrairement à une boulangerie qui en ferait 6 jours sur 7. D'accord. Donc c'est des cycles qui durent 48 heures à peu près. Donc le lundi matin, je sors mon levain du frigo, donc mon bout de pâte fermentée. Je le nourris avec de la farine et de l'eau. Je fais cette manipulation 2 fois dans la journée en fait pour avoir la quantité de levain nécessaire qui va servir à la fournée du lendemain. D'accord. Donc ça représente 20% à peu près de la quantité de farine totale. Donc à partir de ça, si on va passer 100 kg de farine sur la fournée, ben, il y aura 20 kg de levain. Ok. Et donc ça, je le fais la veille. Le levain fermente toute la nuit. Et le lendemain, on attaque à 6 heures avec les premiers pétrins. Et on fait du pain toute la journée pour ensuite le vendre le soir au fournil et le lendemain encore sur les marchés. Ok. Très bien. Donc on fait 2 cycles comme ça dans la semaine. Ok, très bien. Du coup, c'est un rythme un peu plus. Quand même, ça reste quand même des grosses semaines. Tu travailles combien d'heures semaine exactement? Voilà, en ce moment c'est tranquille, je suis autour des 30 heures semaine et Ah, l'été on est à 45-50 heures à peu ok. près. Ça- Là, t'es plus ouais, un peu tranquille vu que plus. c'est Ouais, l'intersaison, quoi. bah il y a moins de demandes tout simplement. Les marchés, on est à peu près à 30% en moins par rapport à l'été. D'accord. Donc ça se répercute sur la charge de travail quoi, qui est Bah, du coup, c'est plus moins tranquille. importante. Bah ouais, carrément. Et ça fait du bien. J'imagine, ouais. Bon, c'est bientôt dans 6 mois, c'est la saison estivale. Oui. T'as le temps de te reposer et de faire quelques grains de voix. Ah ouais. Ok. Et tu peux me dire, c'est un peu, selon toi, quel est l'avenir de ces métiers en fait, d'artisan
boulanger sur les marchés et comment tu vois comment ce métier va évoluer dans le temps concrètement. Parce que moi, je sais que tu as moins de charges par rapport à d'autres boulangers qui travaillent en boutique. Et toi, comment tu vois tout ça dans l'avenir Est-ce qu'il y a des grosses tendances que tu repères ou pas du tout? Ça va rester truc très artisanal dans le sens on fait notre pain, on le vend sur le marché, des choses de très simple, où il y a quand même des grosses évolutions que tu vois par rapport en fait à la population qui est vieillissante ici en fait dans la ruralité. Est-ce que tu vois des choses Honnêtement, je pense que c'est un métier d'avenir. Vraiment, moi je le vois par rapport à la population sur les marchés, Ok. où il y a une population de plus en plus jeune en fait qui s'intéresse, et d'ailleurs surtout les nouvelles générations, à bien s'alimenter tout simplement et consommer bio, local surtout, privilégier les circuits courts. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est spécifique à ma région, où c'est vrai qu'on vit à la campagne, et donc on est peut-être plus sensibilisé par rapport à ça, et c'est plus facile d'accès aussi, il faut le dire. Et moi je vois une population jeune qui est de plus en plus sensible à ouais, la permaculture, les bons produits, quoi. D'accord. Donc je pense que tous ces métiers de main et d'artisanat vont petit à petit avoir de plus en plus de succès. D'accord. Et Ouais, par... les gens ont besoin de concret, quoi. Surtout depuis le Covid. J'ai l'impression que ça a changé. Parce que t'as connu le Covid, t'étais déjà Ouais, moi reconverti. j'ai attaqué juste avant le Covid, ouais. Ok. Donc, En octobre qu'est-ce que tu pourrais dire entre 2019. le Covid, avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid, les tendances un peu? Qu'est-ce que Il tu y as a pu eu. remarquer? Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes des grandes villes qui sont arrivées à ce moment-là à la campagne D'accord. et qui ont vraiment eu peur. Je veux dire, qui se sont senties complètement dépendantes en fait d'un système, des grandes surfaces, complètement cloîtrées chez elles. Alors que moi personnellement, enfin, le confinement, tout ça, j'ai bien vécu quoi. C'est J'étais vrai, bien t'es ici. bien. Moi, j'étais en Afrique en ce moment-là et je t'avoue que j'ai bien vécu aussi. Ah, tu m'étonnes, bâtard. Et, Je vois très bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même en ruralité, c'est que on a oublié de le. donc il y a quand même ouais, une grosse remise en question générale, je pense, de cette population des grandes villes. Et ouais, ça c'est resté marqué. Ok. Tu vois, c'est vrai qu'en ruralité, on a quand même une grande qualité de vie quand même. Quand même, on a des espaces verts. C'est vrai qu'il y a moins d'opportunités dans le travail, mais il y a quand même Il d'autres. faut s'y prendre différemment. Il faut s'y prendre différemment, c'est ça. D'autres opportunités. Ça se passe pas pareil. Ok. Et concrètement, c'est quoi ta vision de l'artisanat, globalement? Tu nous as un peu parlé des petites mains, c'est des métiers d'avenir, mais toi, quelle est ta vision de l'artisanat aujourd'hui? L'artisanat, ouais, pareil, vague question ça. Je suis, euh, je suis admiratif. C'est des métiers qui me plaisent, qui me parlent. Ok. Tu vois, quand je suis amené à faire des rencontres, que tu viens parler de ta vie, tu dis, toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Le mec, il me dit, moi, je fais des études de ci, de ça, de GEA, FPD, si mes couilles, tu vois, je comprends pas, tu vois, ça me parle pas. Ouais, c'est Alors, de un petits mec qui me dit, jobs, moi, comme je on dit. suis. Ouais, je sais pas, bah, c'est qu'il doit sûrement y avoir une demande quelque part, quoi, s'il y a tant de personnes qui font ça. Et une personne qui me dit, moi, je suis boulanger, je suis bûcheron, je suis menuisier, c'est des métiers qui me parlent, tu vois, et c'est intéressant quoi, de parler de ça. Mm. Et ouais, c'est une vision d'avenir, ouais, je pense, des métiers de l'artisanat en règle Ok, générale. très bien. Parce que moi aussi, l'une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de me reconvertir, c'est que je voulais apprendre à faire quelque chose de mes 10 doigts. C'est vrai que je suis pas du tout manuel de base. C'est pas du tout vraiment une brêle. J'ai, On nous l'apprend pas, ça, à l'école. ouais, mais il y a des gens un peu plus manuels que d'autres, tu sais, naturellement, C'est et vrai. quand même. Mais moi, pas du tout manuel. Mais je voulais vraiment apprendre quelque chose à faire avec mes deux mains et pouvoir faire de l'artisanat, quoi. Être fier de mon travail. Quand je travaillais dans la communication, dans une start-up, ok, c'est cool, on faisait de la com, on allait vendre le projet, la solution, mais en fait,
Il n'y a rien de concret Il n'y à a la rien de fin, il n'y a concret pas de en fait. matière. Exactement, quoi. C'est pas tangible. Quand moi je suis en train de désosser une cuisse de bœuf qui fait 80 kilos, voilà, tu as les mains dans le pétrin, tu es dans la viande. Et tu vois un progrès réel, C'est quoi. ça Tu quand tu es évolues et quand tu transformes les pièces. de plus en plus efficace, tu fais ça de mieux en mieux, tu vois ton travail, tu le vois. En Ouais, c'est face, ça. il a une forme. Il est Exactement. tangible, comme tu dis. Et c'est tangible. Tu vois ce que tu fais. Et c'est important, ça apporte de la satisfaction au quotidien. Mhm. Et Et je tu es pense que fier c'est de ce qui ton travail manque. à la fin. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent en fait aujourd'hui. Par exemple, mon patron, tout à l'heure, il comprenait pas pourquoi il y a des gens, des architectes, des gens qui travaillent dans le bureau, qui se reconvertissent comme boucher. Parce qu'en fait, lui, il sait pas ce que c'est que travailler dans un bureau, faire des réunions qui servent à rien, qui te cassent les couilles, qui avancent rien, en fait, juste parler pour parler. Voilà, des fois, tu fais des choses que tu comprends pas pourquoi tu les fais. Et au bout d'un moment, tu pètes un câble, en fait. Pareil que les gens, ça fait peut-être 50 ans qu'ils font le même métier, à la fin, tu pètes un câble. Parce qu'en fait, tu trouves plus de sens dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent dans les métiers de l'artisanat. Parce qu'en fait, ils trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, quoi. Au bout de 10 ans de carrière dans un bureau, à faire encore une fois des réunions qui servent à rien, pour parler avec du politiquement correct, toujours bien se tenir, etc. En fait, tu deviens fou, quoi, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout une question de routine. J'étais en train de penser à un gars que je connais, un ancien boulanger, qui lui a suivi le processus inverse. Toute sa vie, il a été boulanger, il arrive à 50 ans, il s'est reconverti, Donc, mais dans un métier tranquille. Donc c'est pas un métier de bureau, mais enfin, il tient un bureau de tabac. ouais, c'est plus Ça, tranquille. Il reste commerçant. et un autre qui est devenu routier. Ok. Donc je pense que c'est une question de routine et à un moment donné, on n'est pas fait pour, enfin pas tous faits pour faire 40 ans la même chose, quoi. On a besoin de Ouais, changement à un mais moment je et pense c'est normal, c'est surtout, pas une anomalie. je pense Peu importe le surtout métier que qu'on fait. au bout d'un moment, en fait, dans les métiers de l'artisanat, arrivé à 40 ans, je pense qu'il faut que tu aies une équipe. Le fait que que tu fasses toujours la transformation, mais que tu sois plus gestionnaire en fait, plus dans l'évolution pour moins te fatiguer. Parce que c'est sûr, si pendant 50 ans tu fais la même chose, C'est t'as pas extrême ça. d'équipe, etc., je pense que ça t'use et à la fin t'en as marre quoi. Mais je pense Putain, qu'il bah, faut arriver à l'âge de 40 ans, que tu ton entreprise, ton équipe, voilà, tu fasses que de la gestion, des choses qui te font kiffer dans ton entreprise. Et c'est comme ça que je pense que tu peux au moins kiffer. ah, ouais, si tu Comme peux te ça. le permettre, ouais, je pense que Ouais. c'est le rêve de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup de bouchers carrés, de boulangers, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'opportunité ou pas su en fait, se constituer une équipe pour en fait, se dégager du temps et dire ok, moi j'arrive, je suis dans mon entreprise, je fais que des choses qui me plaisent, je fais de la gestion, voilà, je fais de l'artisanat, je fais de la pâtisserie, des choses qui me régalent. Mais c'est sûr qu'au bout de 40 ans, tu fais toujours les mêmes gestes comme un apprenti. À la fin, tu dis merde quoi. Ouais. Au bout d'un moment, je pense. Bon, après, je pense que c'est pas si simple non plus de déléguer et d'arriver à constituer cette équipe, quoi. Puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Ouais, certains ne savent pas déléguer. Il faut pas déléguer, il Et faut avoir confiance. Mais bon, pour avoir confiance, ouais, il avoir faut accepter confiance. que les gens puissent faire des erreurs aussi. Au bout d'un moment, les former. Il y en a certains, vu que l'artisanat, en fait, c'est quand même militaire, quand même, tous ces métiers. Où tu peux pas, t'es pas sur un PowerPoint, quand tu fais une erreur, tu fais CTRL Z, revenir en arrière. Que là, en fait, sur Ah, l'artisanat, si tu c'est rates ta particulier. fournée, tu rates ta fournée, en fait. Tu peux pas. Tu dois avoir une rigueur, une discipline. Si tu rates quelque chose, tu peux pas faire CTRL Z et réparer ton erreur. Moi, je pense qu'il vaut mieux être seul et voir petit que plusieurs et voir gros. Ça dépend, parce que moi je vois les Je choses pense que c'est des tempéraments. apparemment, C'est, mais c'est sûr, si tu veux voir moi, grand, il faut c'est avoir compliqué ouais, de confiance travailler. et Ouais. aussi être en capacité d'accepter que les gens puissent faire des erreurs et les former sur le long terme, quoi. Et accepter qu'ils sont pas dans ta tête, s'ils s'ils font des erreurs, c'est pas grave, et on recommence, quoi. C'est sûr, si l'artisan, boulanger, boucher, plombier n'arrive pas à accepter que ses apprentis, ses salariés puissent faire des erreurs,
Et là, ça devient compliqué pour commencer à déléguer, à avoir confiance, etc. Ou sinon, comme tu dis, il faut voir petit, être tout seul, réduire sa charge de travail et faire avec ce que tu peux faire, quoi, pour pouvoir tenir sur le long terme. Ouais. Je sais pas comment tu vois les choses. Moi, je le vois dans la sous-traitance. Ça, c'est un bon, La un bon sous-traitance, système. La c'est-à-dire. sous-traitance, ouais. Ouais. En gros, chacun est expert dans son domaine, personne ne dépend de personne et tu fais appel à des services comme ça, de gars qui sont spécialisés dans leur domaine. Ok. Admettons, moi je suis tout seul, j'ai ma boîte, allez, je suis boulanger et je sous-traite un autre boulanger, tu vois, pour me dépanner. Et Est-ce c'est des que contrats courts, comme l'intérim en fait. Tu vois, ça t'arrive c'est de pour faire ça. ça? Non, c'est- Non, pas du tout. non, Vous n'avez jamais nous, sous-traité quelque chose? non, 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 nous, à deux, on arrive assez bien. Après, l'été, il y a des gars qui viennent nous filer la main de temps en temps, mais de façon vraiment anecdotique quand on est fatigué. Ok. Mais dans d'autres métiers de l'artisanat, surtout dans la maçonnerie, le bûcheronnage, ça se fait beaucoup. Hmm. Ou quand tu es sur un chantier, en général, il y a plusieurs spécialités, Ok. tu vois. Par exemple, je sais pas, faire un mur, ça paraît con, mais il faut quelqu'un qui soit capable de faire le mur, un terrassier pour dégager les pierres. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, tu sous-traites et tout le monde se retrouve et met en œuvre ses compétences et personne ne dépend de personne. Je D'accord. pense que c'est bien. La sous-traitance. Ouais. Ça peut être une axe super intéressant. Je sais qu'un boucher, ça se fait des bouchers en intérim. Le patron m'en a parlé. Des bouchers qui vont de boucherie en boucherie Moi, j'aime bien ça, l'intérim pour le côté liberté aussi. pour remplacer en fait surtout les bouchers qui sont seuls dans l'entreprise, qui travaillent en couple. Au lieu qu'ils Ouais, ferment 5 semaines par an, ils appellent un intérim qui les remplace pendant le jour de congé, quoi. ça c'est un bon système. Du coup, ça se fait. Je dirais pas que c'est de la sous-traitance, c'est plutôt de l'intérim, quoi. Pour moi, vraiment, sous-traiter, c'est. Il y a un Sous-traiter, la truc que tu n'as pas le différence temps de le faire, c'était. par exemple ta l'usure, tu sous-traites à un autre boulanger qui te fait ta l'usure. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. C'est un système où vraiment tu vas directement voir la personne, quoi. Tu passes pas par l'organisme Mm. intérim. D'accord. Alors aujourd'hui, comment vous faites exactement dans votre organisation du travail avec ton père? Alors, il y a 2 jours fixes où on est obligé de travailler ensemble, D'accord. le mardi et le vendredi, donc les jours où on réalise les fournées. Ah, du coup, parce que sur d'autres fournées, vous Euh, ne travaillez pas ensemble. si, comme on fait que 2 fournées par semaine, c'est les 2 moments où on est obligé de travailler ensemble, parce que la D'accord. charge de travail est trop importante pour une seule personne. D'accord. Et le lendemain, donc on part chacun de notre côté sur des marchés. Donc le mercredi, on a juste le marché, on en a juste un. Donc on se relaie pour le faire. Là en Ok. ce moment, on arrive toujours à s'arranger, quoi. Lui, ça le fait kiffer de le faire, donc il le fait. Et moi, pendant ce temps, je vais chercher la farine, je m'occupe de la gestion des stocks. D'accord. Je peux faire des biscuits aussi, qui représentent aussi une bonne partie de la production. D'accord. Donc on peut faire seul. Et le samedi, on part chacun sur notre marché. Pareil, le lendemain de la fournée du vendredi. D'accord. Et Et comment vous faites exactement pour. Là, tu nous as un peu parlé d'un peu des tâches, comment vous organisez, mais lors d'une fournée, comment vous faites pour vraiment bien organiser votre travail? Est-ce que vous avez des tips? Un- alors, Votre espace est bien aménagé ou mal. ouais, on a un système de marche avant qui est fait pour être maximum ergonomique en fait. Comme on a un petit fournil, C'est-à-dire le marche avant, tu peux la marche avant en fait c'est un système où dans le processus de fabrication tu n'es pas obligé de revenir sur tes pas. Ok. C'est-à-dire que tu t'attaques, donc quand tu attaques, tu regardes ton tableau de production que tu as fait la veille, donc où il y a marqué toutes les quantités de farine, d'eau, de levain, de sel que tu dois mettre dans les pétrins. Ok. Après ça, tu as le pétrin, donc là où tu vas faire ta pâte, quoi, ton pain. Après, tu as le plan de travail, où tu vas détailler, tu vas bouler, tu vas préparer ton pain, donc une fois qu'il aura fermenté 3 heures. Et après, tu as le four. Tu vois, il y a tout qui est dans un ordre chronologique. Ok. Et donc ça permet d'éviter de se gêner et d'être plus efficace. On ira faire une petite vidéo dans ce petit fournil Bah, là. carrément, ouais. Mm. Ça va Parce être que sympa. là, c'est compliqué de mettre des mots, il faut mettre les Mm. images avec.
Ça c'est Je sûr. t'explique tout bien. Ok, très bien. Alors comment vous faites avec votre père, faites pour vous différencier des autres artisans boulangers qui travaillent sur les marchés? Parce qu'on va dire qu'il y a quand même une concurrence aujourd'hui. Ouais. Donc comment vous avez pu réussir à vous constituer votre clientèle? Comment faites, quel est pourquoi votre pain est différent de celui des autres? Et comment vous faites pour perdurer dans le temps? Alors je pense que notre pain, bah, il n'est pas meilleur que celui d'un confrère. D'accord. Clairement, il y a une école internationale de boulangerie qui est juste à côté de chez moi. Donc c'est vrai que la concentration de boulangerie bio dans le département des Alpes de Haute-Provence est Très assez concentré. important, Ouais. ouais, par rapport au reste de la France et en PACA en règle générale aussi. Et donc nous, ce qui nous a fidélisé la clientèle, je pense que c'est la régularité du produit, des prix qui sont compétitifs. Ok. Voilà, Pourquoi vous faut êtes pas beaucoup abuser. moins cher? On est un peu moins cher que la normale. Et c'est dû à quoi, toi, pourquoi vous êtes moins cher? Parce on est plus efficace et on arrive à produire. Enfin, on est efficace. Je ne saurais pas te dire comment ni pourquoi. Avec le temps, en fait, le four tourne moins, donc on a moins de dépenses, ce qui Ok. fait qu'on a un coef beaucoup plus élevé sans avoir des prix plus élevés. Il n'y a pas de perte, quoi. Ok, mais c'est quoi exactement votre marche, vos coefs? On a un coefficient de 4. C'est ce qu'on doit respecter Coefficient pour de pouvoir 4, passer. c'est-à-dire? En fait, C'est-à-dire ton que pain te coûte 1 euro, tu le revends à 4 euros, c'est c'est ça? ça, ouais. Ok. Ça, c'est la marge où Ça, c'est on le doit pas aller coef. en dessous. Et la marge, c'est combien? Exactement. Ben, la marge, du coup, ça va dépendre des pains. Ok. Ça, il y a des pains où la farine est plus chère, donc Ok. on va faire une marge plus importante, mais un coef moins important. Par exemple, farine de petite époque qui coûte 3 euros le kilo, on va la vendre 9 euros le kilo, ça va faire une marge de 6 D'accord. et ça va faire un coef que de 3, tu vois. Et on Ok. se rattrape sur la marge. Ok. 3 x 3, ça fait 9, du coup. Par contre, avec un pain de campagne classique, qu'on va vendre 5 euros, alors qu'il va nous revenir 1 euro, on a une marge de 4, donc qui est plus petite que le petit épeautre. Par contre, on a un coefficient de 5. D'accord. Ok. Donc en fait, on jauge avec ces deux trucs, ce qui nous permet de fixer les prix. Et donc pour continuer sur cette question de la clientèle, ce qui a fait qu'on l'a fidélisé aussi, c'est la régularité, la ponctualité. On prévient toujours quand on prend des vacances et on est là en permanence, même s'il y a des moments où ça travaille moins, Mm. on est toujours là. Et les gens le D'accord. savent. Et ils sont reconnaissants pour ça, je pense. Ok. Et on est agréable, quoi. On sourit. Bah, C'est classique, hein. c'est Commerçant. la base du commerçant, hein. Être agréable, gentil, avoir le sourire. C'est ça. Ok. Donc là, tu m'avais parlé la dernière fois en fait que vous avez des axes, des stratégies pour vous développer, avec les navettes, des produits qui Ouais. servent plus dans le temps. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur vos axes de développement sur les prochains mois ou prochaines années? Ouais, bah, là pour le moment, je pense qu'au niveau de la production et de la diversité de la production, on ne peut plus rajouter des choses parce qu'on en arrive à un point où les journées ne font que 24 heures. Malheureusement, il faut dormir un peu, C'est ça. manger, Donc profiter de la vie. on essaye de faire un roulement quoi, pour casser un petit peu la routine entre différents pains et différents biscuits aussi. Et on cherchait à se développer au début, donc il y a 3 ans, on n'avait pas cette ampleur, on cherchait à se développer et on cherchait donc un moyen et on a hésité à prendre notre marché. Et finalement, on s'est rendu compte que prendre un marché en plus, ça apportait des problèmes en plus, en fait, plus de problèmes que d'avantages. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça nécessite de faire une fournée en plus. D'accord. Donc une fournée, comme je te disais tout à l'heure, c'est un roulement sur 48 heures. Ok. Donc ça nécessite beaucoup de temps, la présence de 2 personnes. Qui dit marché dit risque de remballe. Quoi. À chaque fois que tu fais un marché, c'est rare de ne plus avoir de pain à la fin du marché. Donc il y a toujours un peu des restes, c'est le métier, c'est comme ça. Mm. Donc là, tu rajoutes une occasion d'avoir des restes. On s'est dit, si on doit se développer, autant miser sur la partie non périssable, c'est-à-dire les biscuits que l'on fait et qu'on
peut garder un mois. C'est-à-dire, en fait, ton pain, tu peux le garder combien de temps exactement? Le pain, tu le gardes la semaine. Garde la semaine, ok. Mais là, c'est du pain, donc il va pas rester bien pendant une semaine et d'un coup, paf, il est ranci, tu vois, ça va se faire petit à petit. Ouais. C'est quelque chose qui périt assez vite dans le temps par rapport au biscuit où une fois qu'il a sa texture finale, qu'il est sorti du four, Ça bouge pas trop. ça bouge pas du tout même. Ok, et c'est quoi votre stratégie par rapport au biscuit Ouais, c'est de produire. produire? Produire, le rendre attrayant, faire un roulement, tu vois, histoire voilà, de satisfaire tout le monde. D'accord. C'est-à-dire avec quel biscuit? C'est quoi un peu votre marque de fabrique? Alors nous, on fait ce qui marche le plus, c'est les navettes. Donc c'est une spécialité de Marseille, un petit biscuit parfumé à la fleur d'oranger. D'accord. Donc on a son dérivé avec des pépites de chocolat, sans gluten. On fait des sablés aussi avec de la farine de petite épeautre, des graines de sésame, des gibassiers, c'est une spécialité du Luberon, parfumé à l'anis, à la fleur d'oranger. Donc on a un peu tous les parfums, quoi. C'est ce qui permet voilà, de satisfaire tout le monde. Ok, très bien. Donc c'est cet axe qu'on développe. Ok, est-ce que c'est difficile de développer cet axe? Parce que, en fait, Bah, quand... ça nécessite toujours une charge de travail supplémentaire, mais c'est une charge de travail qui est intelligente, qui n'est pas contraignante dans le sens où les biscuits, en fait, on en fait quand on veut. On n'est pas dépendant des fermentations, tu vois, Ok, contrairement au pain, où on est obligé de s'organiser. Là, tu vois, je suis là, bon, ben, il pleut, je peux rien foutre de ma journée, je vais faire des biscuits, tu vois. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de perte, ok, donc c'est tout bénef. ok. Très bien. Bon, on est arrivé à la fin de cette interview. Alors j'ai encore quelques questions à te poser. Et j'ai envie que tu me donnes, en fait, pour toi, quelle est l'importance en fait, du pain au sein des repas, concrètement? Comment tu vois le pain? Mais le pain, c'est obligatoire. Sur une table, c'est le corps du Christ, tu vois. Moi, c'est le pain, le vin rouge. Franchement, à ce niveau-là, il y en a qui disent que c'est bof, mais moi, c'est important, quoi. Pour moi, c'est une symbolique importante. Ouais. Le pain, ouais, c'est sûr qu'un repas sans pain, moi j'essaie moins d'en manger quand même, mais c'est vrai que pain, Manger du fromage, bon pain, ouais, fermentation au levain, c'est bien ça. ouais, c'est vrai qu'il est très bon ton pain, Merci. j'avoue. Ok, Donc, ouais, c'est important. C'est une symbolique qui est importante. d'accord. Ouais. Et quelle est ta relation avec la nourriture? Ah, j'adore la Voilà. bouffe. Franchement, j'adore ça. Est-ce que tu aimes cuisiner Non, tout le monde aime non. bien manger. Ouais, ben ouais. Moi, je fais partie de ces gens-là qui aiment vraiment bien manger. Et par contre, cuisiner, C'est vrai qu'il faut je avoir du préfère, temps, avoir de déléguer, l'énergie. ouais. Je prends pas du plaisir. Tu prends pas de plaisir. Non, peut-être que ça va venir un jour, hein, mais là, pour le moment, Ok, bah j'ai c'est du sûr mal. que cuisiner, ça prend du temps, quoi. C'est de la transformation, c'est du travail aussi. Me faire péter un bon resto et tout ça, c'est des trucs que je kiffe. Comme tout le monde. C'est Très vrai. bien. Et quel plat, en fait, quel plat tu conseillerais? Quelle pâtisserie tu pourrais nous dire de goûter aujourd'hui, concrètement? Bah, pour le plat, les aubergines à la parmesan, Encore une franchement, si vous fois, ne connaissez pas, allez-y. Ouais, je suis une fixette là-dessus. c'est vrai que c'est pas mal, hein. Et une pâtisserie, les religieuses, c'est bon, religieuse au Religieuse. chocolat. Franchement, c'est une super bonne affaire parce que c'est le même prix qu'un éclair au chocolat, mais en plus, t'as la crème. Tu sais. Et t'as plus de crème au chocolat aussi. C'est que c'est bien la crème au chocolat. C'est religieuse, franchement, c'est un bon plan qualité-prix. J'imagine. Je sais. Ouais, parfait. Voilà. Bon, bah merci Loïc, on arrive à la fin de cette interview. Bien, je t'en prie. C'était super C'était un intéressant. plaisir. C'était un plaisir, aussi une première. Donc on va voir ce que ça donne au rendu. N'hésitez pas à nous dire les choses qui vont pas. Donc le but c'est qu'on progresse, qu'on Ouais, s'améliore. les choses qui vont aussi, parce que sinon, Et les choses qui vont aussi, surtout. Comme ça donne la force. ça va me casser pas trop le On va moral. faire une prochaine vidéo avec Loïc sur la fabrication de biscuits, directement dans le Yes. fournil, présentation. On pourra peut-être approfondir un peu vraiment l'organisation de son travail, comment ils font pour Ouais, ça pour sera travailler. beaucoup plus concret, ouais, de voir les choses en même temps, ça va être cool. Bon, parfait Loïc. Et tu as une dernière question quand même qui m'intéresse. Vas-y, balance. Comment tu fais en fait pour concilier en fait, sport et artisanat quoi, aujourd'hui? Parce que moi par exemple, je suis à 42 heures semaine. J'ai dû faire des choix stratégiques sur les sports que je pouvais faire. Et comment tu fais en fait pour avoir encore l'envie de progresser dans un sport tout en sachant que au moins 8 mois sur l'année, tu fais 40 heures semaine quoi.
Bah, c'est compliqué. C'est compliqué de concilier les deux. Et après, c'est une question de motivation et c'est des phases un petit peu aléatoires. C'est vrai qu'en ce moment, tu vois, j'ai de nouveau la motivation pour grimper. Et pourtant, ma charge de travail, elle a pas forcément diminué, mais il y a des phases comme ça où tu as de l'énergie et je pense qu'il faut s'écouter et pas culpabiliser ou quand tu as moins d'énergie, tu te dis c'est normal, ça peut arriver et c'est pas grave, tu regagnes en motivation quand tu vas reprendre. Il faut gérer son temps et puis finalement quand tu travailles comme ça depuis un moment, tu finis par t'habituer à ce rythme et tu verras que la charge mentale que tu as, elle sera beaucoup moins importante dans quelques temps parce que c'est tout nouveau pour toi la boucherie et c'est vrai qu'en plus de la charge physique, tu as la charge mentale qui est hyper importante parce que tout ça c'est pas automatique pour toi et tu es en train de l'apprendre. Et donc faut faire gaffe, faut faire face mon grand. Mais Ouais, je sais, c'est je une vais faire phase. face. C'est pour ça que Franchement j'ai laissé tomber l'idée de faire des Ambraman et Ultra Trail. On en discutait tout à l'heure. Parce que concrètement, en fait, déjà, je suis à 42 heures semaine. Je- et faire de l'Ambraman, ouais, du coup, c'est un triathlon longue distance dans les Alpes. Faudrait que je fasse que ça, 15 heures semaine, mais entre le travail déjà qui me fatigue, il faudrait que je fasse que ça, quoi. J'aurais pas de vie extérieure, quoi. Et après l'ultra trail, il faudrait que je fasse que courir, mais j'aime pas forcément l'évolution physique qu'il y a derrière, quoi. et dis-toi que ce qui est bien, c'est que quelque Du coup, part, ça c'est un bon entraînement aussi pour ton, ton travail. C'est-à-dire ta charge de travail et le fait d'être endurant comme ça sur des mois, il y a un endroit où mentalement, tu vois, ça peut. ah, mais je C'est sais, bon mais à en prendre. fait, si j'aurais pu arrêter 1000 fois, parce que je m'en prends quand même des pieds dans le cul, concrètement. Et voilà, du coup, Ça il faudrait que je forge. fasse ta forge, quoi, exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de me remettre à l'escalade cette année. Et je pense Excellent que c'est choix. le sport qui peut mieux convenir en fait à mon métier. J'ai pas besoin de m'entraîner 20 heures semaine. Je peux m'entraîner 4-5 heures, 6 heures max pour pouvoir progresser. Si des jours, des moments où je peux moins m'entraîner, moins régresser d'un coup et pouvoir reprendre un peu mieux ma progression, quoi. Puis l'avantage de l'escalade, ouais, c'est que t'es pas obligé d'être bon en fait pour kiffer. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus Exactement. facile de garder de la motivation. C'est ça, on peut vraiment kiffer sur des voies faciles et je vois Ouais. même plus dur. C'est Faites de sûr, l'escalade. ouais, faites l'escalade. Que par rapport à l'ultra, tu es obligé de bien t'entraîner. Quand t'es pas entraîné, tu t'en chier, quoi. Ah, ça doit être dur. Bon, bah, on arrive à la fin. Cette fois-ci, c'est une vraie fin. C'est vraiment une question qui est venue d'un coup. Donc, bah, merci Loïc encore une fois pour cette interview. Et on se retrouve dans un prochain podcast avec Thierry Castel. On va parler d'hôtel, comment on fait pour durer dans le temps, dans la restauration et les métiers d'hospitalité. Et Loïc, on se revoit dans ton fournil. Ça s'appelle vraiment le Castel? Ah, Thierry Castel. Ah, excellent. Bon, bah, C'est château du coup. c'est à Château, ouais, exactement. Du coup, Si comme mon il est ancien dans patron servira. Excellent. Bon, bah, parfait, bah, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao. Salut.